Bonjour à toutes et tous. Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir cet après-midi, ce midi en fait, dans cette conférence virtuelle. Alors, cette conférence est organisée conjointement par le groupe d'études en droits et libertés de l'Université Laval, le GEDEL, et le Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, le CEDAC. Nous avons l'immense privilège aujourd'hui de recevoir David Robitaille, notre collègue de l'Université d'Ottawa. Alors, c'est une chance, bien sûr, puisque David a été extrêmement mobilisé, occupé par ce grand dossier qui a retenu son attention au cours des derniers mois. Donc, nous te remercions, David, d'avoir bien voulu prendre encore de ton précieux temps pour venir échanger avec nous. Et il faut, je veux mentionner d'ailleurs que David était présent chez nous la semaine dernière dans un autre événement organisé par mon collègue Patrick Taillon qui portait sur le renvoi sur la taxe carbone dans le cadre d'une table ronde. Donc, on a une immense chance puisque c'est notre deuxième moment privilégié avec David Robitaille. Alors, je le présente, je vous ai dit, il est professeur titulaire, David, à l'Université d'Ottawa. Ses recherches et ses publications récentes, qui sont subventionnées par le CRSH, portent sur le partage des compétences fédérales, provinciales et municipales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de transport et de droits et libertés de la personne. Il agit aussi comme procureur pro bono dans des dossiers d'intérêt public en droit constitutionnel de l'environnement et a représenté des organismes environnementaux devant plusieurs tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, dans les renvois relatifs à la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Il est également avocat conseil au cabinet DHC Avocats de Montréal. Il siège au comité juridique du Centre québécois du droit de l'environnement depuis 2014 et a siégé à la Commission sur l'environnement et le développement durable de la ville de Gatineau de 2015 à 2017. Nous avons aujourd'hui le plaisir de l'entendre sur le renvoi sur la tarification fédérale du carbone. Le titre de sa conférence s'intitule « Le renvoi sur la tarification fédérale du carbone, le rôle essentiel des groupes intervenants et les retombées pour les prochaines causes environnementales ». Alors, pour résumer de manière un peu synthétique et vous mettre un peu l'eau à la bouche, cette conférence donc portera sur le renvoi. Il nous présentera, David, son rôle et sa contribution en tant que plaideur du Centre québécois du droit de l'environnement dans ce dossier. Il abordera également la question des liens entre la théorie de l'intérêt national qui a été déterminante dans cette affaire et les préoccupations environnementales. Alors, je vous salue tous et toutes. Merci d'être présents. Je salue également mes collègues qui sont présents et présentes. Et sans plus tarder, avant de céder la parole à David, je souhaite aussi remercier Marie-Michel Pelletier de l'équipe des événements de la Faculté de droit qui a organisé cet événement et bien sûr remercier chaudement, chaleureusement Valérie Kelly, étudiante au doctorat qui est une alliée merveilleuse et qui pense à tout. Et Valérie, c'est notamment Valérie qui est responsable de la gestion notamment des droits de parole, ce qui m'amène à vous dire, dernier petit mot d'organisation, que David Robitaille est tout à fait disposé à recevoir vos questions, vos commentaires au fil de sa conférence. Donc, on est ouvert là avec une certaine souplesse. Alors, ne vous gênez pas pour intervenir pendant son intervention. Pour ce faire, deux possibilités. Soit on lève la main de manière virtuelle, donc vous utilisez la main virtuelle pour signaler votre intérêt à poser une question. Ou encore, deuxième option, vous pouvez bien sûr écrire, noter votre question, votre commentaire dans le fil de discussion et Valérie donc pourra sélectionner certaines questions, commentaires et les poser à David Robitaille de votre part. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à David. Merci encore, David, pour ta précieuse présence. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Christine. Donc,
c'est à moi de te remercier, là, de remercier le groupe d'études en droits et libertés, puis le Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, te remercier toi, remercier Mme Kelly puis Mme Pelletier aussi de m'inviter à prendre la parole aujourd'hui. Moi, je pense que c'est moi qui est privilégié de pouvoir avoir un temps d'antenne pour parler avec vous, échanger avec vous. Donc, je suis très content d'être ici. J'aime beaucoup l'Université Laval. J'ai fait ma maîtrise sous la supervision de Ghislain Otis il y a déjà presque 20 ans. Et donc, j'aime beaucoup l'Université Laval, même si je vous parle en direct de mon sous-sol. Je suis avec vous en pensée et en présence. Donc, l'objectif de la présentation, il est double, tel que je l'ai interprété. Madame Vézina m'a proposé d'expliquer, de présenter sur 2 points ma contribution comme professeur engagé ou en tout cas essayant de contribuer à une certaine évolution du droit, changements sociaux, et dans le contexte en fait du renvoi relatif à la tarification du carbone, puis des liens qu'on peut faire entre ce renvoi-là et la reconnaissance progressive et lente d'un certain droit ou d'une forme de droit à un environnement sain. Donc, la façon dont j'ai interprété le mandat, c'est qu'il y a comme 2 objectifs. Un peu style carrière là, pour les étudiants, dans le sens que comment on est amené comme professeur à faire, à participer ou à contribuer ou essayer de contribuer à changer le droit, puis le faire évoluer d'une façon qu'on trouve bonne pour le bien commun, pour la collectivité. Et deuxièmement, plus un peu juridique, là, pas en droit constitutionnel, mais lié avec un droit à un environnement sain. Donc, c'est comme ça que j'ai interprété le mandat qu'on m'a donné, qui me convenait très bien, parce qu'effectivement, on a beaucoup discuté de droit constitutionnel dans cette cause-là, mais peu d'environnement. En tant que tel. Ça m'a frappé d'ailleurs dans les litiges que j'ai faits en droit de l'environnement, en fait en droit constitutionnel de l'environnement dans les dernières années. J'ai été frappé à quel point on parle pas beaucoup d'environnement, mais on parle surtout de partage des compétences. Puis c'est normal, là, c'est ça qui est au cœur des enjeux, mais ça m'avait quand même frappé. Puis, juste pour l'anecdote, là, je me souviens dans l'affaire IMTT Québec, une affaire qui concerne l'applicabilité de la loi québécoise sur la qualité de l'environnement au port de Québec, à l'administration portuaire de Québec, qui est un organisme mandataire de la Couronne fédérale. Il y avait 2 avocates du ministère de l'Environnement du Québec dans la salle, puis pendant la pause, je leur avais demandé, j'ai dit, vous devez être comme un peu découragé de voir à quel point on ne parle pas d'environnement dans ce dossier-là. Et effectivement, il avait été un peu découragé, mais c'est par la force des choses, le droit constitutionnel, on s'intéresse au partage des compétences. Donc, c'est comme ça. Donc, le point de départ, moi, mon point de départ, puis comme le disait Mme Vézina, vous pouvez poser des questions à tout moment, là, il n'y a pas de problème. Si je ne le vois pas dans l'outil de conversation, vous pouvez lever la main, ça ne me dérange pas. Je pense que ça pourrait être plus intéressant si vous posez vos questions en cours de présentation plutôt que de me laisser parler pendant 45 minutes. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et donc, le point de départ, pour moi, ça a été un besoin de contribuer à la société. Ça a été ça. Puis aussi le besoin d'acquérir de l'expérience pratique. Parce qu'avant d'être professeur, j'avais pas beaucoup d'expérience pratique, là. Ma seule expérience pratique que j'avais, si on peut appeler ça comme ça, c'était un stage à la Cour d'appel du Québec pour le barreau à Québec avec le juge Pelletier à l'époque. Puis j'avais fait 1 an. Normalement, c'est 2 ans, mais après 1 an, j'avais décidé de faire mon doctorat à l'Université d'Ottawa. Et donc, j'avais pas beaucoup d'expérience pratique, puis j'en ressentais le besoin. Donc, pour moi, c'est important de compléter la théorie que j'enseignais à l'université avec l'expérience pratique. Ça, c'est important pour moi parce que je voulais sortir des murs de l'université. Il y a des professeurs qui ont déjà acquis de l'expérience pratique avant d'être professeurs avec des organismes, dans des bureaux d'avocats, mais moi, c'était pas mon cas. Et donc, j'avais besoin de sortir des murs de l'université. L'enseignement, c'est très enrichissant, c'est très valorisant. J'ai d'ailleurs de mes anciens et anciennes qui sont là aujourd'hui, j'ai vu leur nom. Et je constate aussi qu'il y a des étudiantes et des étudiants de l'Université Laval présentes. Mais c'est très valorisant, l'enseignement, c'est la recherche aussi.
c'est très valorisant. Publier des articles, c'est valorisant aussi. Je pense que c'est important, mais je me disais que je voulais être connecté avec le monde sur le terrain. Je parle d'endroit, bien sûr. Là, j'avais besoin d'être connecté avec le monde, les gens qui ne sont pas des juristes ou qui œuvrent à l'évolution du droit de façon pratique. Parce que c'est sûr que par l'enseignement, on forme les esprits, on contribue avec nos collègues professeurs des différentes facultés à faire évoluer dans une certaine mesure les mentalités, les valeurs du droit. Mais pour moi, j'avais vraiment besoin d'être connecté, d'avoir les pieds sur le plancher, de vivre le droit. Parce que pour moi, le droit, c'est vivant. C'est pas juste des normes juridiques là, dans des lois sur du papier ou dans ou dont on discute dans des colloques. Pour moi, le droit, c'est vivant, c'est pratique. Le droit constitutionnel se vit sur le terrain par les citoyennes et par les citoyens. Ça, c'est une de mes convictions profondes. Puis c'est ça qui est au cœur de ma démarche, je pense. C'est sûr que en droit constitutionnel, on accorde beaucoup d'importance aux institutions. Hein. On va parler du parlementarisme, du partage des pouvoirs, le Parlement, les assemblées législatives des provinces, l'administratif, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, les délégations de pouvoir, etc. Mais ce que ça cache, ça, en réalité, c'est les citoyennes et les citoyens. Parce que les premiers destinataires du droit constitutionnel, pour moi, c'est les citoyennes et les citoyens. Sont au cœur du droit constitutionnel. Et donc, on a des exemples frappants là, dans l'affaire Rogers contre Châteauguay, qui est une cause importante en droit constitutionnel. À l'origine de ça, c'est des citoyennes, des citoyens qui ne voulaient pas avoir une antenne de télécommunication dans leur cour arrière ou presque. Là. Et donc, ils ont mobilisé les élus municipaux, le conseil municipal pour dire, ben là, faites quelque chose. Nous, on ne veut pas avoir une antenne de Rogers dans la cour et c'est là que la municipalité a proposé un terrain alternatif. Dans l'affaire Marcotte de la Cour suprême, une autre cause importante en droit constitutionnel, il est question de l'applicabilité de la loi sur la protection du consommateur du Québec aux banques. Donc, en bout de ligne, c'est pour protéger les consommatrices, les consommateurs du Québec dans cette cause-là. L'affaire Copa, l'affaire Lacombe, il est question d'aéronautique, de navigation au niveau local et de la compétence fédérale sur l'aéronautique et sur la navigation. Mais encore une fois, les enjeux de cette cause-là touchent les citoyens et les citoyennes sur le plan local. Donc, c'est important. Dans l'affaire Banque canadienne de l'Ouest, qui est sans doute encore une cause très, très importante en droit constitutionnel, feu Peter Hogg avait dit à l'époque, en 2007, que c'était l'arrêt le plus important des 30 dernières années. Je pense que c'est encore un arrêt très important. Au cœur de ça, c'est l'application de dispositions législatives de l'Alberta qui viennent encadrer l'exercice par les banques là, du courtage ou de la vente d'assurance. La vente d'assurance pour protéger le public. Donc, encore une fois, les citoyens et citoyennes sont au cœur de cet enjeu-là, c'est sous-jacent à cet enjeu-là. Donc, ça, c'est important. Puis, moi, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur. Là, ça s'estompe un petit peu avec le temps. On vieillit. Là. Je pense qu'avec la quarantaine, ça s'estompe, ça. Puis c'est la raison pour laquelle je vous parle de ça, parce que j'ai des collègues, des amis, des étudiants, des étudiantes. Souvent, on entend ça, des gens qui ont le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse. Ça se dit-tu? Je ne sais pas. Imposteur. On a ce syndrome-là. Il faut apprendre à vivre avec. C'est important parce que sinon, on ne fera rien. Donc, je pense qu'il faut vivre avec ce syndrome-là, puis il faut se faire confiance. C'est très important. Dans le fond, on est tous des êtres humains qui participons à quelque chose d'un peu plus large que nous, là, en droit, bien sûr, mais on a un rôle à jouer, puis je pense qu'il faut se faire confiance. Puis ce syndrome-là, avec le temps, ça s'estompe. Ça s'en va tranquillement, mais c'est pas mauvais qu'il reste là un petit peu tout le temps parce que faut toujours, on est en quête d'évolution. Hein, je veux pas être trop ésotérique là matin, mais on s'améliore tout le temps, comme le bon vin. Donc, faut jamais rien prendre pour acquis, je pense, par rapport à ça. Donc, j'ai décidé en 2014. Puis ça tombait bien parce que, puis on est très chanceux, les professeurs là, d'avoir ça. En 2014, je commençais mon congé universitaire. Avant, on appelait ça une sabbatique, mais c'est pas vraiment une sabbatique où on se croise les bras, là. C'est sûr que le rythme change un peu, mais c'est un congé de recherche où on n'enseigne pas, il n'y a pas de comité, seulement de la recherche. Moi, j'ai fait de la recherche, mais j'ai aussi fait jusqu'à certains, ou peut-être que ma qualification n'est pas bonne,
mais de la recherche-action. J'ai décidé en 2014, j'ai dit, OK, là, ça fait quelques années que je veux avoir de l'expérience pratique. Je veux contribuer concrètement à des enjeux, un peu à ma façon, contribuer à l'évolution du droit, là, de façon quand même minimale. Là, c'est juste une goutte dans l'océan, mais je voulais contribuer à ça. Puis en 2014, ben, il y a eu la cause de Ristigouche. Que certaines connaissent certainement, là, la petite ville de 100 municipalités de 160, 170 personnes, à peu près en Gaspésie, avait adopté un règlement sur les distances séparatrices entre les puits de forage ou d'exploration de pétrole et les puits artésiens de l'eau potable. Puis cette municipalité-là était poursuivie pour 1,5 million de dollars par une entreprise. Puis je me disais, ben peut-être que je devrais proposer mes services pro bono à cette municipalité-là, parce qu'il y a certains enjeux de droit public dans cette cause-là. D'ailleurs, c'est un règlement municipal qui était dont l'entreprise réclamait des dommages-intérêts en responsabilité civile extra-contractuelle de la municipalité, sans même demander l'invalidité du règlement, ce que je trouvais un peu bizarre. Pour dire le moins, là, en droit constitutionnel, là, de demander des dommages-intérêts qui engageraient la responsabilité civile de l'État, parce que la municipalité, c'est l'État, pour un règlement qui est présumé valide et qui n'est même pas contesté. Je trouvais que pour la primauté du droit, c'était dangereux. Donc, il y avait ça, puis il y avait le CQDE aussi, en 2014, où là, il y avait l'affaire TransCanada, dans laquelle je n'ai pas été impliqué au début, là, mais le pipeline Énergie Est, le CQDE était au cœur de cette affaire-là. Puis en 2014, ben là, je me suis dit, OK, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais il faut que j'essaye. Puis, il faut que je reconnaisse aujourd'hui que c'est ma conjointe qui m'a donné le coup de pied dont j'avais besoin, ma femme Joséanne, parce qu'elle dit, ben non, il faut que tu appelles le CQDE. Appelle le CQDE, contacte Ristigouche. Parce que moi, j'étais gêné. Je dis, ben voyons, qu'est-ce que moi, je vais apporter? OK, qui n'a jamais eu d'expérience pratique, qu'est-ce que je vais apporter à ces gens-là qui ont les deux pieds sur le terrain? Ristigouche avait déjà des avocats, c'était Jean-François Girard de chez DHC. Je me disais, j'ai rien à leur apporter. Puis en même temps, j'avais le goût de le faire. Fait que j'ai eu ma femme, elle m'a dit, fais-le, c'est important. Je l'ai fait, puis ça a changé ma carrière, puis ma vie. À mon avis, là, toute chose étant proportionnelle par ailleurs. Là. Mais pour moi, ça a été très important. Puis avant ça, j'avais demandé à Pierre Fouché. Il est ici aujourd'hui, Pierre, bonjour. J'avais demandé à Pierre Fouché, avant même 2014, j'avais dit, Pierre, j'ai besoin de participer à la transformation du droit. Je veux contribuer, je veux faire des causes. Comment ça marche? Comment je fais? Pierre me dit, fais du pro bono. C'est le meilleur conseil que j'ai eu, ou en tout cas un des meilleurs. Pierre dit, fais du pro bono. Je dis, OK, je vais faire du pro bono. Donc, je ne le faisais pas d'un point de vue seulement utilitariste pour moi, là, pour ma carrière, mais je le faisais aussi surtout parce que j'avais besoin de faire ça, parce que je voulais contribuer à certains enjeux. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Juste regarder mes notes. Ah oui, OK, voilà. Donc, moi, je conçois le droit au service comme étant au service des citoyennes, des citoyens. Puis ça, c'est au cœur de ma démarche. Alors, comment comme professeur ou comme juriste, comment on contribue à l'évolution du droit? C'est pas nécessairement évident comme question a priori, hein, parce que les juristes, a priori, ce qu'on nous apprend, c'est d'appliquer le droit, d'appliquer les normes. Puis c'est un peu normal, là, c'est la séparation des pouvoirs. Le législatif adopte les lois, les grandes politiques sociales, les juges les appliquent. Mais évidemment, le droit, c'est pas que ça, c'est aussi de la création, c'est de l'évolution, c'est qu'il y a des zones grises dans le droit, il y a des vides. Et donc, le droit a une texture ouverte, hein, donc on contribue à son édification, à sa construction, du moins un peu, à partir des normes constitutionnelles puis des lois qui sont adoptées par le législateur. Donc, comment on fait pour agir comme agent de changement en droit dans un milieu qui est quand même conservateur, pas dans le sens politique du terme, mais dans le sens peut-être des approches ou des valeurs, parce que le droit, c'est stable, et il faut que ça soit stable, il faut que ce soit prévisible, mais en même temps, il faut que ça puisse évoluer. Je pense que c'est important. Et donc, moi, j'ai eu plusieurs modèles, plusieurs mentors, dont certains ne le savent même pas. Ghislain Otis a été un mentor, Lucie Lamarche, Sébastien Gramont, Denis Nadeau, Pierre Fouché, Martha Jackman, Nathalie Desrosiers, Marie-Ève Sylvestre, je ne lui ai jamais dit, là, Jean-François Girard, puis Michel Bélanger. Le point commun de toutes ces personnes-là, qui sont toutes différentes, qui ont des approches différentes, c'est toutes que ces personnes-là utilisent le droit à des fins
d'évolution sociale, de transformation sociale pour faire un changement. Donc, ça a été pour moi des modèles très importants. On en parle ces temps-ci d'avoir des modèles qui nous ressemblent, mais ça, c'est important d'avoir ces modèles-là. Moi, j'ai été chanceux de les avoir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, la transformation du droit, c'est petite brique par petite brique. C'est pas la révolution quand on fait du droit. Là. Si on veut que ça aille plus vite, il y a peut-être d'autres milieux, il y a peut-être les politiques, hein, quoique ça change pas nécessairement beaucoup plus vite, mais pour les personnes qui ont besoin d'avoir peut-être plus d'action, ben il y a des gens qui se dirigent peut-être plus vers la politique ou les causes sociales, l'engagement dans des OBNL ou des organismes, parce que à l'intérieur même du droit, on contribue à faire un changement, mais ce changement-là, il est progressif. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, la Cour suprême ou les tribunaux vont sortir une grosse cause forte, comme l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest, là, qui est venu donner plus d'espace aux provinces là, dans le partage des compétences avec le Parlement fédéral, mais des grosses causes qui agissent comme catalyseurs de changement, il n'y en a pas si souvent. Donc, il faut être patient. Il faut être patiente, puis il faut rester modeste aussi, c'est important parce que on travaille en équipe. Hein? Il y a des milliers d'avocats qui travaillent à essayer de faire un changement social. Donc, ce qu'on fait comme personne, ben, c'est de contribuer à une roue qui avance tranquillement, mais petit train va loin. Je pense que ça, c'est important de le faire, mais c'est progressif. Donc, si on pense, par exemple, à l'orientation sexuelle, qui n'est même pas un motif interdit de discrimination dans le texte de la Charte canadienne, ça l'est devenu par les tribunaux. Mais ça a pris du temps. Là. Dans les premiers jugements, là, si vous lisez les premiers jugements sur ce thème-là, vous allez voir qu'il y avait des juges un peu plus traditionnels, plus conservateurs. Ça a pris du temps. Même chose pour l'environnement. Dans le renvoi sur la tarification du carbone, je pense que c'est peut-être le premier ou celui où un tribunal va le plus loin dans la reconnaissance des changements climatiques, des GES et de la crise climatique, puis de son impact sur des populations canadiennes, par exemple. Au Canada, c'est le jugement, à ma connaissance, qui va le plus loin dans la reconnaissance de ça. Mais ça a pris du temps. Là. Ça fait longtemps que l'environnement est un enjeu de partage des compétences, là, depuis au moins les années 90 dans l'affaire Holman River. Et donc, ça fait un certain temps, mais c'est une très lente évolution. Et on peut faire le même constat avec les droits linguistiques, puis Fouché, entre autres, pourrait en parler. Ça a été long. Hein. Ça a pris des jugements dans les années 80 pour agir comme catalyseur progressif de changement pour un meilleur respect des droits linguistiques, mais c'est la même chose pour l'environnement. On n'est pas rendu encore aujourd'hui à dire qu'il y a un droit à un environnement sain dans la Charte canadienne. Il n'y en a pas. Il y a plein de personnes ici qui savent ça. Là. Le droit à un environnement sain n'est pas consacré dans la Charte canadienne des droits et libertés. Il y en a déjà été question, mais ce n'est pas un droit qui est reconnu dans la Charte. C'est un droit qui est reconnu au Québec à l'article 46.1, mais c'est plus, comment on dirait ça, une disposition interprétative, un objectif un peu symbolique, juridique en même temps, mais quand même symbolique, puisque le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité dans la Charte québécoise, il est consacré dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi. Ce que ça veut dire, ça, c'est que concrètement, le contenu même ou la portée du droit à un environnement sain au Québec, il est déterminé dans la loi, au premier chef, la loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas de reconnaissance judiciaire d'un droit à un environnement sain. Moi, je pense que même ce droit à un environnement sain-là, il existe déjà à l'état latent. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, là. Parce que sur le plan juridique, il n'y en a pas là, de droit à un environnement sain au sens d'un droit fondamental protégé dans les chartes. Mais la Cour suprême a déjà dit, d'ailleurs, dans l'affaire Gosselin, qui est la cause la plus importante là, sur les droits économiques et sociaux, dont fait partie, si on veut, là, le droit à un environnement sain. La juge McLaughlin écrivait dans Gosselin pour la majorité que peut-être qu'un jour, on donnera une portée juridique là, contraignante aux droits socio-économiques consacrés dans la Charte québécoise. En ce sens que peut-être qu'un jour, un ou une justiciable, une personne pourra contester l'insuffisance des mesures prévues par l'État pour assurer un niveau de vie suffisant, par exemple, ou l'instruction publique ou le droit à un environnement sain. Si une personne estimait ces mesures-là insuffisantes, pourrait contester cette insuffisance ou l'omission du législateur ou du gouvernement
sur la base des droits sociaux. Le juge McLaughlin a dit un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. On n'est pas rendu là. Et elle a évoqué l'arbre vivant. Hein. On fait souvent la référence, l'analogie entre la Charte canadienne ou la Constitution et l'arbre vivant. Un arbre, ça pousse à l'intérieur de ses limites naturelles. Et donc, le message que la Cour suprême envoyait, selon mon interprétation, c'est qu'un jour peut-être, s'il y a un consensus social suffisamment fort, pour des droits économiques et sociaux, peut-être qu'on pourra faire évoluer le chapitre 4 de la Charte québécoise. Puis je pense que c'est semblable en matière environnementale. Et donc, à mon avis, le droit à l'environnement, il existe, mais il est morcelé. Il est un petit peu partout en différents morceaux, en différentes pièces. C'est-à-dire qu'il est dans des lois, il est un petit peu dans des jugements, il est aussi mobilisé par des citoyens ou des citoyennes. Et là, évidemment, je ne vous parle pas d'un point de vue de droit positif, là, le droit qui s'applique, parce que, évidemment, il n'y a pas de droit à un environnement sain dans la Charte québécoise ni dans la Charte canadienne. Mais je pense que ce droit-là, il existe. D'abord, par exemple, souvent, ça, c'est perçu, les gens s'étonnent de ça, mais il y a une interdiction de polluer au Québec dans la loi sur la qualité de l'environnement. La LQE interdit de polluer. Ça, c'est un des principes de la LQE. Moi, je ne suis pas un grand juriste en droit de l'environnement. J'arrive en droit de l'environnement par le côté, là, par le droit constitutionnel, puis par les droits fondamentaux. Mais il y a une interdiction de polluer au Québec. Mais évidemment, il y a plein d'exceptions, parce que sinon, on ne pourrait pas mener aucune activité, là. Donc, mais dans la LQE, ça participe à la mise en œuvre du droit à un environnement sain pour les Québécois et les Québécoises et les autres lois aussi ailleurs au Canada, dans les provinces qui visent la même chose. On a aussi la loi sur le développement durable au Québec qui met en œuvre des principes. Puis les tribunaux l'ont utilisé, cette loi-là. Pas comme pour sanctionner des insuffisances de l'État en matière environnementale, parce que la loi ne peut pas avoir cet effet-là, mais comme norme juridique qui fait partie du contexte plus large dans lequel les tribunaux ont à juger. Par exemple, dans l'affaire Wallow, c'est une affaire qui concerne le Québec, le lac Saint-Charles, qui donne à la ville à peu près 50% de son eau potable. Dans cette affaire-là, la ville de Québec avait adopté un règlement pour protéger les berges autour du lac, puisque c'était là une des sources de pollution importantes pour le lac. Et on a utilisé la loi sur le développement durable pour montrer à quel point le législateur québécois accordait une grande importance à la protection de l'environnement. Puis ça a été utilisé par la Cour d'appel pour légitimer un peu ou donner plus de légitimité au rôle de la municipalité ici qui voulait protéger l'environnement. Donc, pour moi, ça participe d'un droit à un environnement sain. On a aussi la loi fédérale sur la tarification du carbone, bien sûr, qui est un pan important de la stratégie fédérale pour lutter contre les changements climatiques ou la crise climatique. On a la loi fédérale d'évaluation des impacts, qui est là pour évaluer les impacts des activités susceptibles de polluer, mais sur les champs de compétences fédéraux. On a la loi sur les espèces en péril, la loi sur les espèces menacées. Bref, il y a plusieurs lois, plusieurs décisions judiciaires aussi, qui mis ensemble, pour moi, ça fait que le droit à un environnement sain, il existe. Il y a même, dans un projet de recherche que je fais actuellement avec la professeure Lucie Lamarche de l'UQAM et le professeur Benoît Fratte de l'UQAM aussi, on a épluché avec nos assistantes de recherche les mémoires déposées par des citoyennes, des citoyens et des municipalités devant l'Office national d'énergie, mais en fait le défunt Office national d'énergie, par rapport à 4 projets d'oléoduc au Canada. Et on s'est rendu compte que les citoyennes et les citoyens mobilisaient beaucoup le vocabulaire, le langage, pas de manière juridique, mais mobilisaient le langage des droits humains, du droit à un environnement sain, devant l'Office national d'énergie, qui, et là, certains ne seraient pas d'accord avec moi, là, c'est certain, mais qui à la suite d'évaluation des impacts d'un projet, va émettre parfois 200, 300 recommandations qui visent directement, dans plusieurs cas, à faire écho aux revendications des citoyens, à ce que les municipalités ont plaidé devant l'Office. Et donc, ça aussi, à mon sens, ça fait partie du droit à un environnement sain qui existe, qui est là, dans notre régime juridique, mais en plusieurs morceaux séparés, différents. Donc ça, c'est important. Puis dans le renvoi carbone,
dans le renvoi carbone, même si ça portait, c'est un enjeu de partage des compétences dans cette cause-là, mais les intervenants ont joué un rôle très important dans le renvoi carbone. Puis c'est là que ça m'amène à vous parler du rôle des intervenants. Les intervenants ou les intervenantes dans un litige, moi, j'ai eu le privilège de représenter le Centre québécois du droit de l'environnement. La directrice est ici, Madame Paul, bonjour. Il y a aussi une administratrice que j'ai vue tantôt, Stéphanie Roy. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance puis qui m'ont dit, oui, OK, on veut embarquer dans ce litige-là. Est-ce que tu veux travailler avec nous? J'ai dit, oui, parfait. Allô, Stéphanie. Donc, dans le renvoi carbone, il y a eu une vingtaine d'intervenants à peu près. Puis dans un litige, c'est un peu la guerre, c'est-à-dire que les parties à un litige sont très, très opposées. Et moi, dans les litiges dans lesquels j'ai participé, j'en ai pas fait des tonnes, là, mais dans les quelques litiges que j'ai participé, oui, Madame Maillé, c'est vrai, vous êtes nouvelle administratrice. Ben oui, bonjour à vous aussi. Donc, dans les litiges que j'ai faits, j'ai remarqué que les parties étaient très opposées. On ne fait pas vraiment dans la nuance, OK? Donc, dans des litiges en partage des compétences en droit de l'environnement, moi, j'avais remarqué que les procureurs, des fois fédéraux, tiraient la couverte vers peut-être une certaine recentralisation des compétences, tandis que les provinces, c'était l'inverse. On tirait la couverte de notre côté, puis on essayait d'utiliser l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest pour amener un fédéralisme encore plus décentralisé. Et donc, dans ce manque, avec respect, là, dans cette polarité de position qui est un peu normale, parce que rendu dans un litige devant un tribunal, là, c'est parce que ça n'a pas marché. Là. Donc, les intervenants ont un rôle, à mon avis, très important. Et si on veut être utile aux tribunaux, comme intervenant, il faut être pondéré, nuancé, puis essayer d'amener des positions qui ne sont pas aussi antagonisées que celles des parties à un litige. Même si on représente, par exemple, des organismes environnementaux, je pense que pour garder notre crédibilité face aux tribunaux, il faut amener des positions nuancées, prudentes. Pour certaines personnes, ce ne sera pas assez. Moi, je pense que c'est une stratégie importante parce que, puis on a beau jeu, les intervenants, les intervenantes, ça c'est fantastique parce que on passe souvent après les demandeurs ou les demanderesses et des fois après même les défendeurs ou les défendresses. Ça veut dire qu'on a eu le luxe, parce que c'est vraiment un luxe, d'écouter toutes les questions des juges. Toutes les questions. Puis moi, c'est ce que je fais là, dans les 4-5 litiges là, que j'ai fait, là. Je prends des questions. Puis, dans chacune de mes plaidoiries, là, les intervenants n'ont pas beaucoup de temps. Là. En Cour suprême, c'est 5 minutes. En Cour d'appel du Québec, j'avais eu 45 minutes. Ça c'est plus agréable. En Ontario, j'avais eu 10 minutes. Dans Ristigouche, 2 heures. Ça c'est encore plus le fun, là, parce que là, on peut prendre plus de temps. Mais j'ai toujours changé à peu près 4-5 fois mes plans d'argumentation. Ça, c'est important pour les étudiantes, les étudiants, là, savoir s'adapter plus tard quand vous allez plaider. Pas rester pris tout le temps dans votre plaidoirie. Ça, c'est mauvais. Puis, je veux dire, là, je me prends pas pour un autre en disant ça. J'ai pas une grande expérience pratique, mais j'ai quand même vu des plaideurs, des fois, se cramponner sur leur plan qui était prêt, qui était préparé, rester là-dessus. Et quand les juges posent des questions, c'est important parce que c'est une occasion qu'on a, c'est la dernière occasion qu'on a, en fait, de les faire changer d'idée. Là. Parce que quand on plaide devant un tribunal, ils ont déjà lu, en général, ils ont lu les mémoires, quelques-uns des mémoires. C'est sûr qu'en Cour suprême, s'il y a 30 mémoires, ils n'ont pas lu tout ça avant le dossier. Là. Moi, en tout cas, moi, je pense pas. Mais en général, si je me base sur l'expérience que j'avais à la Cour d'appel, on faisait des mémoires aux juges. Moi, je travaillais pour le juge Pelletier. J'avais les mémoires des parties, on complétait un peu la recherche, puis on faisait une opinion pour le juge ou la juge pour qui on travaillait. Donc, les juges ont déjà une idée là, de ce qui s'en vient devant eux et elles en plaidoirie. Et là, ils ont des questions. Et là, les questions, c'est la dernière occasion qu'on a d'influencer le tribunal. Puis ça, c'est important. Et comme intervenant, on a ce luxe de voir toutes les questions des juges. Donc, ce qui fait que moi, dans mes plaidoiries, j'ai changé constamment mes plans de plaidoirie parce qu'au fil des présentations des avocats, des avocates, les juges posent des questions. Puis, quand plusieurs juges posent une même question de façon différente, mais qui revient à la même chose, ça, c'est important. Ce qui fait que si un jour vous représentez des intervenants ou des intervenantes, aussi vous plaidez après les demandeurs, donc vous êtes défendresse ou défendeur, moi, je trouve ça important de commencer en répondant aux questions des juges. Puis, quand j'ai fait ça,
j'ai remarqué que les juges, la posture changeait tout de suite. Le non-verbal changeait tout de suite. On dit, OK, Madame la juge, une telle, vous avez posé telle question. Monsieur le juge, un tel, vous avez posé telle question, telle question. Là, ils vous écoutent de même. Là, puis là, on voit le non-verbal, on voit les juges qui pensent, qui écoutent. Puis ça, je trouve que c'est bon pour capter l'attention. Donc, quand vous allez faire de la plaidoirie plus tard, là, c'est important de capter l'attention des juges pour que votre message passe. Parce que vous avez beau avoir les meilleurs arguments du monde là, en droit, si ces arguments-là ne sont pas rendus accessibles aux tribunaux, sont pas bien vulgarisés, puis sont mal formulés verbalement et par écrit, ben ça sert à rien. Le droit, c'est des arguments, c'est de la théorie, mais c'est aussi la forme. Et moi, j'ai l'impression que la forme est aussi importante que le fond. Peut-être que j'exagère, mais je pense que c'est aussi important ou presque. Et donc, les intervenants, on a ce luxe-là d'écouter les questions des parties, puis d'essayer des juges, pardon, puis d'essayer de répondre. Et dans le renvoi carbone, il y a eu beaucoup d'intervenants. Et je pense que ça ajoute une couche de légitimité ou ça rend plus complet le dialogue ou la discussion qui a lieu devant les tribunaux qui aujourd'hui vont avoir à trancher des litiges de plus en plus qui ont des impacts politiques très importants pour la société. Et donc, plus il y a d'intervenants, moi, d'un bord puis de l'autre, plus je pense que l'exercice qui est fait devant les tribunaux est complet et important. Donc, dans le renvoi carbone, il y a eu des groupes qui représentaient les droits des femmes, hein, qui faisaient valoir que les changements climatiques puis la crise climatique ont un impact disproportionné sur les femmes. Il y a eu plusieurs groupes qui représentaient aussi des Premières Nations autochtones sur qui les changements climatiques ont déjà aussi un impact considérable au Canada. Il y a eu aussi une association qui représentait des entreprises qui croyaient à la tarification carbone. Il y a évidemment eu des provinces et dans plusieurs autres litiges en droit constitutionnel de l'environnement, il y a aussi des associations de citoyens ou de citoyennes de plus en plus. Le CQDE est intervenu dans plusieurs litiges, la Fondation David Suzuki, Équiterre aussi, parce qu'il faut que je le mentionne, je ne veux pas oublier Équiterre, là, ils ne seront pas contents. J'ai représenté aussi Équiterre dans le renvoi sur la tarification du carbone, pas seulement le CQDE, mais Équiterre aussi. Donc, c'est important. Et donc, ça, je pense que ça amène une certaine profondeur des enjeux. Et c'est ce qui fait que la Cour suprême, par exemple, a reconnu dans le renvoi sur la tarification du carbone que les Premières Nations au Canada subissent déjà un impact disproportionné des changements climatiques des GES au Canada. Je trouve que avec respect, là, avec beaucoup de respect, la Cour aurait pu aller un peu plus loin compte tenu de la richesse des présentations qui ont été faites par les intervenants. Mais en même temps, à sa défense, il faut dire que les tribunaux en général, ne se prononcent pas sur les enjeux qui ne sont pas, selon eux, absolument nécessaires. Donc, ils ont laissé certaines questions de côté, mais moi, je pense que la Cour aurait pu aller un peu plus loin dans sa reconnaissance des impacts des GES sur différents groupes là, dans la société marginalisée, entre autres. Mais ça, c'est pas ce qu'elle a fait. Donc, je ne sais pas... je vais en dire combien de temps. Bon, je vais arrêter bientôt pour laisser de la chance aux gens de poser des questions puis discuter ensemble. Le renvoi sur la tarification du carbone, moi, je pense qu'il peut avoir certains impacts dans des futures causes environnementales. Bien sûr, c'est un impact là, indirect, dans le sens où là, la Cour reconnaît très clairement l'impact de la crise climatique, des changements climatiques au Canada. Donc, ça c'est un premier point important là, dans les litiges pour une plus grande justice environnementale ou en tout cas pour que l'État fasse plus au niveau des changements climatiques. Là, il y a des recours en Ontario, il y en a au Québec. Donc ça commence il y en a de plus en plus là, à travers le monde aussi. Chez nous, c'est nouveau. On n'a pas été des pionniers, je pense, là, mais chez nous, il y en a. Donc ça, c'est clair que ça, c'est un morceau important. La Cour reconnaît aussi l'impact des changements climatiques sur les peuples autochtones et sur la pratique de leurs droits ancestraux. La Cour dit même à peu près, là, je paraphrase, mais que les changements climatiques menace l'existence même ou la pratique des droits ancestraux des peuples autochtones. Donc, ça aussi, c'est sûr que des plaideurs, des plaideuses vont ramasser ces petits bouts de citation-là dans un jugement de la Cour suprême, puis ils vont le plaider dans leur mémoire. Parce que c'est comme ça, hein? En plaidoirie, on prend tous les petits morceaux qu'on a, puis on essaie de faire un casse-tête avec pour amener le droit un peu plus loin. À l'intérieur des paramètres qui existent,
parce que ça, c'est important, là, je pense que je l'avais déjà dit, mais c'était quand on veut on veut faire de la transformation du droit, mais à l'intérieur de la pratique, c'est important d'être nuancé, comme je le disais tantôt, parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire dire au droit. En droit constitutionnel, par exemple, l'environnement, la protection de l'environnement, c'est pas une fin en soi, en partage des compétences. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Donc, l'interprétation qu'on propose aux tribunaux, elle doit être raisonnable, elle doit être rationnelle puis rigoureuse. C'est sûr qu'il y a souvent, plus qu'une interprétation possible, mais il y a des limites à étirer le droit. Et quand on va trop loin, ben là, on perd un peu, parce qu'un avocat, une avocate, là, ça, c'est discutable, mais un avocat, une avocate, c'est pas un activiste politique, là. C'est une personne qui veut contribuer au changement social. En tout cas, on peut avoir cet objectif-là. C'est pas tout le monde qui l'a, puis c'est bien correct comme ça. Mais c'est à l'intérieur d'un système. Ça, il faut en être conscient. Le droit, c'est un système. Et puis, si on veut contribuer à le faire évoluer, ben, il faut offrir des arguments, des propositions de solutions aux tribunaux qui sont rationnelles, raisonnables, et qui sont crédibles, si on veut. Donc, c'est sûr que c'est plus lent, ça prend du temps, mais c'est le propre du droit, je pense, d'être comme ça. Donc, ça, c'est important aussi parce que sinon, on pourrait être perçu comme étant moins crédible. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à un jugement de la Cour suprême. Même s'il y a 400 pages, puis ça va dans plusieurs directions, il y a quand même un cœur, un noyau, je pense, d'interprétation raisonnable au pluriel. Mais à l'extérieur de ça, on risque de perdre, je pense, en crédibilité si on fait dire des choses au droit qui sont pas rigoureuses. Donc, ça, c'est un point important. Donc, je vais conclure là-dessus en disant que, je suis rendu à ma conclusion, attendez. Oui, en disant que le droit, c'est un langage codé. C'est un langage d'experts, d'expertes. Puis je pense que c'est important de le vulgariser pour les citoyens et les citoyennes, de le rendre accessible. Et le droit aujourd'hui, ça réglemente presque tous les aspects d'une vie en société aujourd'hui. Ça réglemente à peu près tout. Moi, c'est le professeur Angers Larouche. Personne ne le connaît ici, j'imagine. C'était mon professeur en droit civil. Puis, il nous avait dit, le premier cours de droit que j'avais eu, je m'en souviens, on m'en souvenait toujours, il avait dit, le droit, ça touche à tout. Puis, il nous avait donné plein d'exemples pour nous montrer qu'il y avait des normes juridiques sur à peu près tout. Donc, c'est ça pour dire que le droit, c'est un outil de pouvoir et d'action très important. Et nous, je pense que les juristes, les étudiantes, les étudiants en droit, je pense qu'on est privilégiés d'avoir accès à ça. C'est sûr qu'on a travaillé fort, on travaille très fort, tout ça, mais je pense qu'on est chanceuses et chanceux d'avoir accès à ce savoir. Puis, ce qui vient avec ça, je pense, c'est aussi une grande responsabilité. Une très grande responsabilité parce que les avocats, les avocates, c'est pas tout le monde qui pense que des avocats, c'est des acteurs de changement. Puis ça, c'est correct. On n'est pas obligé d'être tous des acteurs de changement. Mais minimalement, une avocate ou un avocat, c'est un accompagnateur, une accompagnatrice qui est au service des citoyens, au service des clients, des clientes qu'on représente. Et donc, c'est important, ça, d'être conscient de ça, parce qu'on est au service, si on peut dire, de la justice puis du bien commun. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre conscience de cette responsabilité qu'on a comme instrument de justice. Donc, voilà. Je pense que ça conclut ma présentation. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous si vous avez des questions. Merci beaucoup, David. Quelle présentation inspirante. Vraiment, moi, c'est vraiment le premier mot là, qui me vient. C'est inspirant de t'entendre, de voir à quel point le prof d'université, le juriste peut sortir des livres et puis s'engager dans l'action. Puis aussi, tu nous mets face au fait que il faut pas se décourager parce que tu parles vraiment de tu dis, dans le fond, c'est une petite pierre à la fois. Moi, personnellement, je travaille sur les droits économiques et sociaux avec les étudiants. Parfois, il y a beaucoup de pessimisme, voire de cynisme face à ces questions, puisqu'on a l'impression que
les changements sont impossibles. Et j'aime bien parler de la constellation des effets du droit. Et je trouve qu'à travers ta présentation, tu as bien mis en lumière les différents sites où le droit peut pénétrer, les transformations peuvent pénétrer dans le droit. Donc, vraiment très inspirant. Merci beaucoup. J'ai vu que mon collègue Patrick a déjà dégainé sa question dans le fil de discussion. Je vais peut-être laisser Valérie te la poser. Oui, donc je vais la lire au bénéfice de tous. En fait, ce que Patrick Taillon a écrit, c'est... Je peux même la poser moi-même, hein, ça serait oui, thérapeutique. Ouais, je vais te retrouver puis te mettre en évidence. Bon, moi, j'ai manqué 10 minutes, fait que peut-être que je suis hors sujet, mais j'aurais été curieux de t'entendre sur le choix d'être intervenant plutôt que d'être requérant ou défendeur. Je pense que c'est plus requérant peut-être dans ces dossiers-là. J'ai l'intuition, c'est issue de mon expérience monarchique de succession royale, que financièrement, le statut d'intervenant est un petit trésor parce que les chances d'être condamné aux dépens, on le sait, là, il y a un problème d'accessibilité à la justice qui est incroyable. Et surtout quand on cherche à défendre des bonnes causes, on dirait que les bonnes causes sont souvent mal financées. Et donc, cet enjeu-là, on veut bien des fois donner de notre propre temps, mais à la fin, il y a des frais de justice à couvrir. Et donc, ma question, mais qui est en même temps un commentaire, est-ce que le statut d'intervenant, parmi ses nombreux avantages, n'a pas un avantage supplémentaire de par le fait que c'est à peu près impossible d'être condamné aux dépens? On va condamner aux dépens l'une des deux parties qui sont les acteurs principaux dans le litige, et que d'une certaine façon, l'intervenant se faufile et peut s'en sortir avec évidemment un temps qui est plus limité, surtout en Cour suprême. Quoique ça peut dépendre des dossiers, là, parce que là, je pense que plus il y a d'intervenants, plus le temps se rétrécit. Mais ce qu'on perd d'un côté en termes de temps à l'audience, on le gagne peut-être en accessibilité sur le plan de la facture, des frais judiciaires. Je ne sais pas si tu partages cette intuition ou si, à la lumière de ton expérience, tu trouves cet enthousiasme un peu naïf. Je ne le dirais pas comme ça. Évidemment, j'ai fait exprès. Oui. Je ne te traiterai pas de naïf. Je suis moi-même aussi. Évidemment, ma réponse est forcément limitée par mon expérience, là. Tu sais, moi. Mais oui, effectivement, il y a très peu de chances d'être condamné aux dépens, mais globalement, je pense que la position des intervenants n'est pas financièrement facile. Je m'explique. C'est sûr que moi, je fais du pro bono. J'ai été payé une fois, hein, ça, il faut que je le dise, parce que j'ai été payé une fois, mais pas un gros montant, mais on me l'avait proposé. J'avais dit oui dans l'affaire du port de Québec. Puis je fais le mal de ça depuis toujours. Mais un jour, je vais rembourser le CQDE pour ça. Mais je pense que tu n'as rien volé. Les heures ont été véritablement Geneviève est là. Un jour, je vais rembourser le CQDE. Mais je pense que la position des intervenants est pas facile parce que les frais de cours, ça coûte cher. Moi, je n'avais pas imaginé à quel point ça pouvait coûter cher. Tu sais, juste dans l'affaire du port de Québec là, contre IMTT, on avait des piles de cahiers d'autorité. C'est incroyable le papier qu'il y a là-dedans. Tout le monde a sa copie. Il y a des cahiers d'autorité, il y a des annexes. Puis ça coûte cher. Ça coûte très cher. Dans le dossier du renvoi, le renvoi sur le carbone, le CQDE avait engagé, puis c'est comme ça pour tout le monde qui est en Cour suprême, des correspondants. Hein, on avait une correspondante, une avocate, des correspondants qui sont habitués avec toute la procédure en Cour suprême, les délais, tout ça. Là. C'est sûr que pour moi, ça, comme plaideur, c'est aussi une sécurité parce que, tu sais, pour les délais et ces choses-là, je ne suis pas un spécialiste en procédure, là, mais je pense pas que c'est financièrement facile pour les intervenants. Le CQDE, par exemple, j'en parle parce que c'est l'organisme que je connais le plus, là, mais il y a plein de bénévoles, là, il y a plein d'avocats, d'avocates. Stéphanie Roy est là, Hugo Tremblay, pardon. Hugo Tremblay, il y a plein de monde, Prunel. C'est plein d'avocats, d'avocates qui donnent du temps, qui ne sont pas payés pour ça. Parce que sinon, les avocats, les avocates ou la DG du CQDE, Mme Paul, Marc Pichaille,
il y en aurait plein les bras, là. Donc, c'est une équipe de bénévoles. Mais sans ça, je ne suis pas sûr qu'on pourrait plaider dans beaucoup de dossiers. Donc, c'est financièrement pas évident, je pense, pour les organismes, surtout quand les organismes, puis là, je ne dévoilerai rien. De toute façon, je ne suis plus administrateur depuis un bout au CQDE, je suis membre du comité juridique, mais ces organismes-là ne roulent pas sur l'or, là. EcoJustice, c'est un exemple où ils ont beaucoup de sous, là. C'est un modèle d'affaires qui existe, mais tous les intervenants ne sont pas EcoJustice. Donc, on n'a pas tous des grands fonds là, pour intervenir dans des litiges. Donc, je pense que c'est normal d'avoir un certain avantage de ne pas être condamné aux dépens dans un litige, surtout quand les parties, elles, bien souvent, dans ces litiges-là, c'est les gouvernements, c'est les provinces, le gouvernement fédéral, puis les promoteurs aussi. Et dans certains dossiers, c'est drôle parce que il y a 2 avocats ou avocates pour une province, 6, 7 avocats dans l'autre partie, mobilisés, là, des bureaux, procureurs, etc., sont vraiment nombreux. Puis nous, à peu près, on est comme au milieu. Des fois, c'est pas toujours équilibré, je pense. Donc, je suis pas sûr que je partage ton optimisme là-dessus. Mais tu as raison de pointer, puis je me tais ensuite, tu as raison de pointer le coût pour finaliser un mémoire d'appel souvent on va sous-traiter à une firme un peu externe qui spécialise là-dedans, puis ça coûte une fortune, les reprographies, etc. Mais les parties, mettons que le conseil est en requête, s'ils décident d'aller en appel ensuite, là, payer les notes sténographiques associées à un appel, c'est une fortune, surtout si l'audience en première instance a été longue. Ensuite, tous les frais dont on a parlé, des frais un peu incompressibles là, que tu as mentionné à juste titre, la partie qui s'expose aux dépens, ben, elle paie ces frais-là qu'on vient de décrire, mais aussi ceux du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, etc., etc. Bref, mon optimisme est évidemment à tempérer, mais en tout cas, il y a une nuance à considérer si on est un organisme qui souhaite se lancer dans une contestation judiciaire. Si l'argument financier est important, le statut d'intervenant devient, malgré son coût, quand même utile, si je peux dire. Mais je m'arrête ici. Oui, non, bien ça, je t'accorde ça là, quand même. Tu as raison là-dessus, là, tu as raison sur ça. Mais en plus, les intervenants, c'est souvent ciblé. Hein? On ne peut pas intervenir sur tous les aspects d'un litige. Il faut prouver un peu ou démontrer, convaincre le tribunal qu'on va apporter quelque chose. Donc, on a une certaine démonstration à faire, mais je pense que tu as raison sur ce point-là. Là. C'est sûr qu'il y a un certain avantage. Mais qui va avec le statut et le statut un peu précaire de certains, en tout cas de certains groupes qui sont des organismes sans but lucratif. Hein. Merci beaucoup, Patrick, pour ta question. Puis, j'ai vu que dans la salle, il y a 2 autres personnes. Donc, je vais laisser les gens poser directement leurs questions. Je vais commencer avec M. Fouché. Je vais donc, vous pouvez désactiver votre micro et poser. Bonjour. Merci aux organisateurs, organisatrices pour cet événement. Merci, David, pour tes bons mots. Je vais me présenter pour les gens qui ne me connaîtraient pas ici. Pierre Fouché, professeur nouvellement retraité des universités d'Ottawa et de Moncton. J'avais un commentaire et une question pour David. D'abord, au sujet des intervenants, c'est un rôle parfait pour un professeur ou une professeure et pour des étudiants et étudiantes aussi. Je ne vous donnerai un exemple que la cause Caron, qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême. Au procès, toute la recherche historique a été faite par une équipe de recherche du campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta sous la direction du professeur Unger. Donc, c'est une bonne idée de mettre à contribution des équipes de recherche étudiantes sur des dossiers. 2 questions. D'abord, au niveau des interventions, en droit linguistique, il y a beaucoup de concertation entre les intervenants. Est-ce que le même phénomène se produit au niveau du droit de l'environnement? En droit linguistique, on se partage les responsabilités. On n'a que 5 minutes. Alors, les étudiants, vous avez vos thèses en 3 minutes à présenter parfois là, dans les concours de l'ACFAS. À la Cour suprême, c'est ma thèse en 5 minutes. Donc, on ne peut pas tout dire. Il faut choisir ce qu'on va dire. Et pour cette raison, on se concerte. Toi, tu vas parler de tel point, moi, je vais parler de tel point, etc. Et on vérifie aussi auprès
de la partie de qui on est le plus sympathique, si elle est d'accord pour ne pas que ça nuise à sa cause. Donc, est-ce que ça se passe? Deuxième question, c'est une question plus substantive. Tu as parlé de la reconnaissance d'un droit à un environnement sain et d'une inconstitutionnalité par omission. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la constatation d'une inconstitutionnalité par omission et les remèdes judiciaires qui vont s'en suivre ne poussent le système à sa limite, compte tenu de la théorie de la séparation des pouvoirs, comme on voit la discussion justement dans l'arrêt Doucet-Boudreau à la Cour suprême à 5 contre 4? Merci. Merci, Pierre, pour tes questions. Oui, il y a de la concertation. Effectivement, la Cour suprême, d'ailleurs, avait obligé les intervenants et les intervenantes à se concerter parce que on veut pas avoir 20 plaideuses, plaideurs qui arrivent puis qui vont tous répéter la même chose. Là. Le temps de la Cour est précieux. Donc, oui, effectivement, il y a eu de la concertation, il y a eu des appels téléphoniques, des réunions Zoom, des réunions téléphoniques, puis même des tableaux de préparés, savoir qui plaide quoi. Puis ça, bien évidemment, ça se fait très bien. Là. Tout le monde collabore très, très bien. Mais en même temps, il faut aussi que chaque avocate, chaque avocat tienne compte de la position de son client, de sa cliente. Puis il y a comme un noyau dur, là, des fois, d'argumentation, qu'on se dit, ben ça, je peux pas toucher à ça. S'ils veulent que je négocie là-dessus, je vais être un petit peu moins flexible parce que ça, c'est notre argument clé. On peut pas y toucher. Mais sinon, ça se fait très, très bien dans la collégialité. Puis dans le dossier du carbone, c'est extraordinaire. Là, les personnes que j'ai pu rencontrer, il y avait tellement de monde d'impliqué dans ça que c'est un peu rêvé là, comme dossier. Là. Donc oui, il y a de la concertation, puis aussi de la concertation avec la partie, effectivement, avec laquelle on est plus sympathique, pour pas empiéter sur ses arguments ou pour pas se répéter ou pour pas nuire à ses arguments. Effectivement, si des fois il y a des arguments qu'on veut faire comme intervenant qui pourraient nuire à la partie avec laquelle on est plus sympathique, on peut faire attention à ça. Ça fait partie de la stratégie de litige là, que je connaissais pas avant de faire ça. Donc oui. Puis pour l'inconstitutionnalité par omission, sans doute que c'est le plus loin qu'on pourrait aller. Moi, je suis conscient aussi de la séparation des pouvoirs. C'est très important et je pense pas que j'avais fait ma thèse sur les droits socio-économiques d'ailleurs, puis ça, c'était au cœur de la thèse parce que, évidemment, les tribunaux n'élaborent pas des politiques publiques. Les juges sont là pour assurer le respect du droit à l'intérieur des paramètres constitutionnels, face aux arguments des parties, en tenant compte des conséquences politiques des jugements, des principes d'interprétation du droit applicable, des valeurs sociales. Tu sais, il y a un paquet de facteurs qui viennent un peu pondérer l'exercice que font les tribunaux. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour l'inconstitutionnalité par omission, un peu comme le juge Bini, si je me souviens bien, dans l'affaire Canfor le disait, il disait ben, peut-être qu'un jour, les gouvernements municipaux vont être poursuivis pour omission d'agir en matière environnementale et faire un lien avec le sujet qu'on a aujourd'hui. C'est important, ça. À mon avis, de plus en plus, des municipalités aussi ou des gouvernements vont se faire poursuivre pour insuffisance ou omission d'agir. Et quand les tribunaux reconnaissent que l'environnement, c'est une responsabilité de tous les paliers, puis qu'il y a urgence d'agir, ben, il y a une certaine pression qui va s'accélérer, qui va être posée sur les gouvernements pour agir. Et je ne me prononce pas ici sur l'insuffisance ou la suffisance là, de ce que les gouvernements font, mais c'est sûr que pour moi, l'inconstitutionnalité par omission, c'est graduellement reconnu. C'est long, là, mais moi, je pense que ça s'en vient. Tu sais, quand on dit que les municipalités sont fiduciaires de l'environnement, on voit ça dans des jugements maintenant, là, des déclarations judiciaires comme ça, des municipalités sont fiduciaires de l'environnement, doivent protéger. C'est non seulement une compétence, mais c'est une responsabilité. Je pense qu'on s'en va tranquillement vers ça. Évidemment, il ne faut pas appliquer ça à la légère. Ça prend une preuve solide de l'impact de l'inaction sur les citoyens et les citoyennes, sur les droits fondamentaux. La preuve ne peut pas être prise à la légère, mais moi, je pense que ça peut respecter la séparation des pouvoirs dans la mesure où les tribunaux n'imposent pas à l'État une panoplie de mesures très détaillées comme solution. Les tribunaux peuvent déclarer l'inconstitutionnalité,
mais je ne pense pas que les tribunaux peuvent aller jusqu'à dicter à l'État des solutions précises. Ça, la Cour suprême a été quand même assez claire là-dessus. Et c'est tout est une question de pondération, je pense. Merci pour votre question et pour la réponse. On a une deuxième personne ici qui, je vais la placer en évidence pour qu'elle puisse poser sa question. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis étudiante à l'Université Laval. Alors, je vous remercie, Monsieur David Robitaille, bon, si j'ai bien prononcé, pour votre présentation. Et je remercie toute l'équipe également, tout le monde. Je suis là grâce à mon professeur, Géraud Delassus. Je ne sais pas si vous le connaissez, oui, c'est grâce à lui. Donc, bon, moi, j'avais quelques questions. Hein. Par rapport à la Cour suprême, M. David, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne reconnaissait l'impact des changements climatiques concernant l'émission des gaz à effet de serre, hein, juste au peuple autochtone. Pourquoi juste au peuple autochtone? Je ne sais pas, je vous pose la question. Et c'est vrai que je reconnais que les peuples autochtones sont beaucoup plus en lien, beaucoup plus liés directement au changement climatique, vu leurs conditions de vie et leur milieu de vie aussi, surtout ceux qui vivent au nord, justement, directement avec la neige, la glace et tout, qui est en train de fondre. Mais pour moi, le droit, c'est le quotidien. OK, c'est le quotidien, comme tout à fait l'environnement aussi. On vit avec tout le temps. On a le droit à l'air qui est sain, le droit à une alimentation saine, etc. Donc, on vit au quotidien tout le temps avec. Le droit, c'est la vie, pour moi. OK? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi pousser ces revendications à tous, c'est-à-dire avoir une revendication erga omnes? La prochaine fois qu'il y aura, par exemple, des défenderesses ou des demanderesses qui vont parler au nom de l'environnement et pas juste se limiter aux peuples autochtones. Je sais qu'en parlant des peuples autochtones, là, on attire l'attention du juge qui est beaucoup plus sensible parce que ce sont des populations qui sont beaucoup plus faibles. Là, je reconnais. Mais l'environnement, c'est pour tous aussi. Et aussi, pour ce qui est de ma deuxième question, quels sont les types de retombées que vous croyez, qu'il y aura des avantages, par exemple, pour les prochaines causes environnementales? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci beaucoup pour vos questions. Pour la première question, ce sont les juges qui ont écrit le jugement, donc on ne sait pas, on peut pas vraiment. On peut essayer de deviner pourquoi ils ont accordé plus d'importance à un élément plutôt qu'à d'autres. Mais il y a deux choses. Les juges reconnaissent aussi l'impact des changements climatiques sur des populations marginalisées, pas seulement pour les Autochtones, mais sont demeurés quand même flous là, sur qu'est-ce qu'on entendait ici par population marginalisée. Mais de mémoire, c'est reconnu dans le jugement. Puis c'est sûr qu'il y avait il y avait une bonne proportion d'intervenants ou d'intervenantes qui représentaient des intérêts de Premières Nations. Donc, c'est sûr que ça doit avoir eu un impact. Puis, il ne faut pas oublier non plus que les procureurs généraux qui représentent les provinces, puis le gouvernement fédéral plaident aussi pour tous les citoyens, là, toutes les citoyennes. Ça peut sembler un peu anecdotique, là, ce que je dis là, mais en même temps, quand le procureur général du Canada plaide, ben, c'est pour les Canadiens et les Canadiennes. Puis quand les provinces plaident, ben, c'est pour les citoyennes et les citoyens des provinces aussi. Là. C'est nos impôts qui payent ça. Donc, ça aussi, je pense que ça compte. Mais effectivement, pour les Premières Nations, le fait qu'il y avait beaucoup de groupes intervenants qui représentaient des intérêts des Premières Nations, les droits des Premières Nations, ça peut avoir eu un impact. Mais en même temps, la Cour suprême, comme tous les tribunaux, je pense, font quand même attention de ne pas aller trop loin dans un litige. On donne des indices, on en donne un petit peu pour aller un peu plus loin, mais sont prudents parce que chaque cause est tranchée en fonction des faits et de la preuve qui est faite devant les juges.
Donc, ça, je pense qu'il faut en tenir compte. Puis pour ce qui est des avantages de la décision, de l'opinion de la Cour dans le renvoi, c'est difficile à déterminer, mais c'est sûr que la reconnaissance claire de l'impact des changements climatiques au Canada va être utilisée par des plaideurs, des plaideuses qui vont représenter des groupes dans des causes environnementales, ça c'est sûr. Quand c'est la Cour suprême à une majorité de 6 juges qui est quand même assez forte, qui reconnaît clairement l'impact des changements climatiques, c'est pas banal. Donc, c'est sûr que ça va être repris dans des mémoires d'argumentation. Mais en même temps, ça va certainement être aussi utilisé, sans doute, par le gouvernement fédéral dans ses litiges contre des groupes citoyens et citoyennes ou des associations, là, comme au Québec et en Ontario, qui plaident que le gouvernement fédéral n'en fait pas assez en matière d'environnement, parce que là, un pas important de la stratégie fédérale vient d'être validé par la Cour suprême. Donc, ça peut jouer un peu aussi. Si cette loi-là avait été invalidée, je pense que ça aurait été peut-être à l'avantage des partis qui poursuivent le gouvernement. Tandis que là, un pas important de la stratégie fédérale vient d'être validé. Donc, c'est sûr que là, ça donne certaines munitions. Là. Je ne suis pas sûr de l'impact vraiment précis de ça, mais c'est quand même important, je pense, de le souligner, là. Merci pour la question et pour la réponse également. Donc, une autre question, on a le temps, il y en a encore 2. Donc, Monsieur Usan. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, professeur David Robitaille. Bonjour, enchanté. Je suis étudiant à l'Université de Montréal où on apprend le droit constitutionnel auprès du professeur Jean Leclerc, notamment le partage des compétences. Et quand on écrit, on cite beaucoup David Robitaille, donc on est très heureux de mettre un visage sur un nom. C'était une conférence fascinante, vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand vous parlez de l'inconstitutionnalité par omission d'une décision allemande d'il y a 1 mois, mais ma question, elle porte plus sur le statut d'intervenant, où il y a une forme d'inconfort à ce qui est devenu le statut d'intervenant. Je pense notamment, je fais un lien avec l'arrêt Vavila, où il y avait énormément d'intervenants. On a d'autres où il y en a beaucoup, et l'arrêt sur la taxe carbone. Est-ce qu'on n'a pas les cours, notamment la Cour suprême, qui sont en train de se redéfinir comme des mini-parlements, où on fait venir des intervenants qui vont soumettre des mémoires et où finalement on a l'impression que c'est des consultations publiques dans un comité parlementaire, plus que ce serait un litige. Et c'est juste un inconfort par rapport à ça. C'est quoi votre perspective là-dessus? En fait, je vous dirais que moi, je n'ai pas d'inconfort du tout avec ça. Je suis même très à l'aise, avec respect, là. Je comprends ce que vous voulez dire, je comprends votre point. Mais je pense que dans les litiges où il y a beaucoup d'intervenants, on n'est pas comme dans un litige où, je ne sais pas moi, quelqu'un a loué... je me souviens d'un cas que j'avais fait à la cour d'appel. Quelqu'un a loué une machine pour couper du bois, puis il n'a pas bien lu les instructions, puis il s'est blessé sérieusement, puis là, il poursuit la compagnie. Là, on n'a pas besoin de plein des intervenants dans une cause comme ça. Mais devant la Cour suprême, dans des grands litiges sociaux, juridiques, là, qui ont des impacts sociaux importants, comme l'affaire Carter sur l'aide médicale à mourir, le renvoi ici là, sur la tarification carbone, moi, je pense au contraire que le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants, ça enrichit. En tout cas, ça permet d'avoir, pour les tribunaux, là, ça leur donne une perspective beaucoup plus large et globale de la cause. Puis, je pense que ça vient combler avec respect certains angles morts ou des points qui ne sont pas soulevés par les provinces ou par le gouvernement fédéral dans des litiges pour différentes raisons. Et comme M. Fouché le disait tantôt, il y a une concertation hein, pour pas qu'on se répète. Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense que les intervenants ont un rôle très important et utile pour les tribunaux, mais sur des causes où les enjeux ont des retombées politiques, économiques, là, sociales très importantes. Et mais je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit à votre opinion. Là. Je nie pas votre opinion, mais je la partage pas parce que je vois pas,
pour moi, la Cour suprême ne se transforme pas en mini-parlement. En fait, pour moi, ça favorise en fait l'accès à la justice dans une certaine mesure, de permettre à autant d'intervenants d'offrir des points de vue différents et utiles aux tribunaux. Et je pense que ça participe ça peut donner une meilleure réflexion et ça permet, je pense, aux juges d'avoir une meilleure appréciation puis d'avoir des arguments les plus complets possibles dans un dossier dont les retombées sont vraiment importantes. Maintenant, la balle est dans le camp des politiciens. Là, c'est pas la Cour suprême qui vient tout trancher. Là, ça, c'est un renvoi. Hein? Donc, c'est une opinion que la Cour donne sur la loi, mais ça n'oblige pas le gouvernement fédéral à agir. La loi peut être modifiée, elle peut être améliorée, elle peut être abrogée. Donc, le dernier mot appartient quand même aux politiciens et politiciennes élus, je pense. Merci. Merci pour votre question, M. Zan, et pour la réponse. Maintenant, Mme Roy avait également une question. Oui, merci beaucoup. David, je suis vraiment triste parce que j'ai manqué l'autre conférence que vous avez eue à l'Université Laval la semaine passée sur le même dossier. Et je ne cacherai pas que ma question est un peu une façon d'avoir un sneak peek sur le débat que vous avez eu sur l'intérêt national. Donc, ma question officielle pour la conférence de ce midi, c'est comment, comme intervenant pour le CQD équitaire, as-tu géré la présentation de cette question-là qui était plutôt controversée parce que les différents groupes d'intérêt ont une opinion justement différente et opposée parfois de comment devrait se plaider cette question-là de l'intérêt national. Donc, comment, d'un point de vue d'intervenant, tu as pu gérer cette difficulté-là et finalement, c'est une façon pour moi d'avoir un petit résumé de ce qui s'est dit sur le fond la semaine passée. D'abord, allô Stéphanie, je suis content de te revoir, Madame la professeure. C'est une excellente question. Je ne savais pas si elle me serait posée. J'avoue que c'est une bonne question. Puis, c'est vrai que moi, ça a été au cœur de ma réflexion quand j'ai pris ce dossier-là, parce que c'est sûr que comme avocat pro bono intervenant, on a le luxe de choisir les causes complètes. Donc, moi, je ne plaiderais pas des causes dans lesquelles je ne crois pas. Donc, quand je prends une cause, il faut que j'y croie, sinon je ne la fais pas. J'ai ce luxe-là, parce que je suis prof d'université puis j'ai mon salaire de l'université. Alors, c'est sûr que même si l'environnement n'est pas une fin en soi en droit constitutionnel, pour des organismes environnementaux comme Équiterre et le CQDE, ça en est une. Et c'est sûr que nous, moi et nous, on pense que c'est le fédéralisme flexible actuel est un meilleur garant d'une protection de l'environnement parce que si on avait un fédéralisme plus tranché, plus net, avec des séparations plus claires, ça fait en sorte que si un niveau de gouvernement ou en fait un palier législatif n'agit pas en environnement, ça ne permet pas à l'autre de le faire. Tu sais, il y a un principe là, du partage des compétences, le principe d'exclusivité qui veut que c'est pas parce qu'un palier législatif n'agit pas dans son champ de compétences que l'autre peut occuper le champ. On ne peut pas faire ça en droit constitutionnel. Donc, si les frontières sont souples, permettent une certaine interchangeabilité, avec des limites quand même dans les cas où c'est nécessaire, bien, ça fait en sorte que lorsqu'un gouvernement décide, par exemple, de déréglementer, comme ça a été le cas avec le gouvernement précédent au niveau fédéral, pas l'actuel, mais le précédent, qui aurait déréglementé en environnement pendant 10 ans, bien, ça fait en sorte que des provinces peuvent agir, elles, pour protéger l'environnement et vice-versa. Donc, mais c'est sûr que la doctrine de l'intérêt national, moi-même, quand j'ai commencé ma carrière, je dois reconnaître que j'étais très critique de cette doctrine-là, mais avec le temps, on vieillit, on s'assouplit, on change. Et moi, je me disais, ben, s'il y a une cause où l'intérêt national comme doctrine constitutionnelle est possible, c'est celle-là. Je me disais, là, on peut le dire plus ouvertement maintenant que la Cour a rendu son jugement, mais je pouvais pas croire que la Cour suprême ne validerait pas la loi. On n'a jamais de boule de cristal, mais je me disais, quel message on va envoyer aux Canadiens, Canadiennes, aux citoyens, si on invalide une loi qui est quand même
mesuré, là. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu faisais référence à la semaine passée, j'ai beaucoup aimé la proposition d'Éric Théroux, qui était au ministère de l'Environnement. Éric Théroux, qui proposait que le comité d'experts fédéral là, qui détermine si les modèles provinciaux sont équivalents ou suffisants, je pense que dans une perspective d'un fédéralisme coopératif, il devrait avoir des représentantes ou des représentants des provinces sur ce comité-là. Cette proposition-là de M. Théroux, moi, je la trouve vraiment, vraiment excellente parce que ça permettrait vraiment un fédéralisme là, coopératif. Mais c'est sûr que, pour répondre plus directement peut-être à ta question, plaider l'intérêt national, je pense que c'était un véhicule dans ce dossier-là, mais il fallait le plaider de façon mesurée. Dans le sens que plus l'enjeu sur lequel on prétend qu'il y a un intérêt national est large, mais plus c'est risqué pour l'équilibre des compétences entre le fédéral, le Parlement fédéral et les assemblées législatives des provinces. Ça, c'est clair. Puis au départ, dans ce dossier-là, à Saskatchewan, moi, je me souviens très bien que le gouvernement canadien plaidait que les GES en général étaient d'intérêt national. Et je pense que ça, c'était peut-être risqué parce que si on reconnaît que les GES en général sont d'intérêt national, ça veut dire que les provinces ne pourront plus adopter des lois dont le caractère véritable, dont l'objectif principal porte sur les GES. Hein, ça, c'est un des effets de la doctrine de l'intérêt national. C'est la raison pour laquelle la Cour suprême a refusé de l'appliquer en environnement. Hein, la Cour a dit, ben non, l'environnement, ce n'est pas un sujet d'intérêt national, parce que si ça, c'est d'intérêt national, ça veut dire que les provinces ne peuvent même plus agir en environnement. Parce que la doctrine d'intérêt national donne au Parlement une compétence exclusive, permanente et absolue sur le sujet. Donc, dans notre stratégie d'argumentation, on s'est dit, ben, on va développer un argument qui moi, je trouve qui était bon, là, dans le sens qu'on va se dire, ben, c'est pas les GES qui est d'intérêt national ici, c'est la tarification du carbone. Et là, ça fait qu'on contribue à légitimer la validité d'une loi fédérale qu'on trouve importante, mais en préservant aussi la capacité d'agir des provinces. Donc, il y a un équilibre. Pour moi, c'est sûr, ça, c'est ma perception personnelle, mais dans mes écrits ou dans les plaidoiries que je fais, j'essaie toujours d'atteindre ce que je perçois comme étant l'équilibre. Je peux me tromper là, sur il est où le point d'équilibre, ça, j'ai pas. Mais j'essaie toujours de viser l'équilibre parce que je pense que c'est ça que les tribunaux vont accepter le plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là. Oui, mais puis je pense que ma question pourrait aussi être encore plus pragmatique. Là. En fait, est-ce que dans ta préparation, tu as consulté d'autres intervenants qui avaient des positions différentes de façon informelle, disons? On s'est parlé, les intervenants se sont parlé. Il y a des intervenants, par exemple, qui ont invoqué la théorie d'urgence, de l'urgence, le pouvoir d'urgence du fédéral. Moi, je n'étais pas convaincu. Il y a d'autres avocates ou avocats qui étaient convaincus de plaider l'urgence. Moi, je n'étais pas convaincu. Puis ça ne veut pas dire que leurs arguments n'étaient pas bons. Là. Qui suis-je pour juger de ça? Mais moi, je me disais, les changements climatiques, c'est pas temporaire. Ce n'est pas comme l'inflation en 1974. Là, la loi anti-inflation qui a été validée par la Cour suprême est en vigueur, si je ne me trompe pas, de 75 à 78 à peu près, 3 ans. M. Taillon pourra me corriger là, s'il est plus au courant que moi, mais la loi anti-inflation est en vigueur 3 ans. Donc, ça, c'est temporaire. Mais les changements climatiques, je ne suis pas un environnementaliste, là, je ne suis pas un biologiste ou je ne connais pas ça en détail comme Géraud de la SUS ou d'autres, là, mais pour moi, les changements climatiques, il me semble que ce n'est pas temporaire. Là. Il faut agir, puis ça va prendre du temps. Donc, pour moi, l'urgence n'était pas une théorie qu'on pouvait appliquer ici. Mais donc, oui, on s'est consulté. C'est sûr qu'on s'est consulté. Puis, oui, ça, c'est clair. Puis, en même temps, c'est sûr que pour des organismes comme Équiterre et le CQDE, qui sont des organismes qui viennent du Québec, qui ont un ancrage important au Québec, contribuer à valider une mesure fédérale environnementale, c'est important, mais comme je te disais tantôt, sans sacrifier la capacité d'action des provinces pour assurer, en tout cas, ce qu'on pense être une meilleure façon d'assurer la protection de l'environnement en aménageant, dans le fond, la coexistence, si on veut, des pouvoirs de chacun des paliers. Ouais, puis au CQDE aussi, on travaille en équipe, hein, tu le sais. Donc, il y a plein de personnes qui donnent leur opinion sur des arguments. On échange ensemble. Donc, ça, c'est la force, en tout cas, je pense, du CQDE, là, d'avoir un paquet de monde qui ont des expertises et des backgrounds différents. Mais c'est clair que nous, on avait comme crainte
ce point d'équilibre, comme tu le dis, de ne pas perdre la capacité d'intervention des provinces, là, et je pense que la façon dont tu l'as plaidé était très équilibrée et très claire. D'ailleurs, j'ai écouté tes plaidoiries et je peux dire à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui que je pense que tu parlais de ton syndrome de l'imposteur de praticien, mais en fait, je pense que ton background de prof t'a aidé à vulgariser ça pour les juges de la Cour suprême parce que moi, en tout cas, je t'ai trouvé très, très clair. Bon, ben c'est gentil, merci. Mais il faut essayer de vulgariser parce que quand ça fait 15 ans qu'on fait du droit constitutionnel ou peu importe le domaine qu'on fait, puis là, on arrive devant un juge, il faut le rendre accessible parce que les juges travaillent dans tous les domaines. Donc, c'est important d'essayer de rendre accessible ce qu'on fait parce que sinon, c'est raté, là. C'est manqué. Merci beaucoup, Madame Roy, pour votre excellente question et pour aussi l'excellente réponse. Je n'ai pas d'autres personnes dans la file pour des questions. Je ne sais pas si Christine, tu voulais... Oui, merci. Je vais je voudrais certainement pas empêcher quelqu'un de poser une question. Donc, sentez-vous très libre. Mais je vais profiter de mon statut privilégié pour en poser une, bien sûr. Il y a un aspect qui m'interpelle, David, parce que je comprends tout à fait quand tu dis que les avocats, ils opèrent à l'intérieur du système juridique. Ils ne sont pas là pour avoir le chapeau d'activiste politique. Donc, eux, leur mission, c'est de coder, parce que tu as employé ce terme-là, le droit, c'est un codage, c'est un code. Donc, ils sont là pour coder, traduire les revendications politiques, ici, en l'occurrence du CQDE, dans le langage du droit. Et donc, moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que ça se traduit, ça, les relations entre l'avocat qui construit son argument juridique, la position de l'organisme qui peut être évidemment beaucoup plus drastique, beaucoup plus exigeante. Et donc, comment est-ce qu'on procède à ce travail de codage, de traduction? Quels sont les allers-retours? Est-ce que l'organisme, il doit donner son aval? Il donne une carte blanche? Bref, je suis curieuse là, sur cette question. Ben, c'est sûr qu'encore une fois, c'est limité à mon expérience, mais avec le CQDE, et Équiterre, ça s'est très, très bien passé. J'avais beaucoup de flexibilité, mais en même temps, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Là. On a eu des réunions avec des gens d'Équiterre, avec des gens du CQDE, où on devait expliquer, là, à l'origine, c'est en Ontario, là, avant le dossier en Ontario, parce qu'en cour d'appel de l'Ontario, on était intervenu avant d'intervenir en Cour suprême. Puis en même temps, ça fait le lien avec ce que Patrick Taillon disait tantôt sur les coûts. Là, on n'est pas intervenu à Saskatchewan ni en Alberta, justement, parce que les déplacements, les voyages, l'hôtel, tout ça, ça coûte des sous. Mais on était intervenu en Ontario. Et c'est clair qu'on a eu des réunions ensemble pour déterminer, moi j'aurais dit, ben regarde, moi c'est ça que je pense qu'on devrait plaider. Il faut leur expliquer les retombées de ça, puis c'est sûr qu'il faut expliquer aux organismes qu'est-ce qu'on veut faire, puis ils doivent approuver ce qu'on fait. Parce que je suis pas, même si c'est pour bono, je peux pas faire n'importe quoi. Ça reste que c'est des clients, des clientes, puis il faut bien les présenter. Puis s'il y a des éléments qui ne font pas du tout l'affaire ou qui peuvent être perçus comme étant non souhaitables par les clients, les clientes, bien, c'est sûr que ça, on ne peut pas les plaider. Là. Donc, on a ces discussions-là, même si j'ai eu beaucoup de flexibilité, on a ces discussions-là, c'est sûr. Puis si je me base aussi sur par exemple, avec le travail que je fais, mais avec le bureau d'avocat, là c'est pas pro bono, mais là aussi, il y a un travail un peu de vulgarisation qu'il faut faire parce que des fois, les aspirations d'une municipalité sont beaucoup plus larges que ce que le droit constitutionnel peut faire. Hein? On le sait, là, si on veut protéger l'eau des lacs, si on a des difficultés, par exemple, au niveau local avec un aérodrome ou n'importe quelle activité fédérale, il y a une certaine marge de manœuvre, mais elle est quand même limitée. Et donc, je me souviens d'un dossier particulier dont je ne vais pas rien dévoiler, mais on avait fait un gain, je pense, dans ce dossier-là, en disant que la Cour d'appel avait reconnu qu'une entreprise
privé qui fait affaire dans un domaine de compétences fédérales doit demander un permis à une municipalité. Parce qu'en soi, un permis, ce n'est pas une entrave à la réalisation de la compétence fédérale. Et ça dépend toujours aussi des conditions qui sont imposées par le permis. S'il faut, par exemple, respecter le zonage municipal, mais là, il y a un problème parce que ça peut bloquer la construction d'une infrastructure fédérale. Mais dans plusieurs litiges que j'avais faits, on plaidait que le simple fait de devoir demander un permis à la municipalité, c'est une entrave constitutionnelle, puis les municipalités ne peuvent pas faire ça. Bien, ça aurait été grave pour les municipalités. Puis c'est un exemple que je trouve important parce que la demande de permis au niveau municipal, c'est sans doute en matière environnementale, mais aussi en matière de services publics, la manière la plus importante par laquelle les municipalités sont informées de ce qui se passe sur le territoire pour faire de la gestion des risques, pour offrir des services aux entreprises, des services publics. Donc, si les municipalités avaient été dans l'impossibilité constitutionnelle même de demander le respect des règlements sur les permis à des entreprises fédérales, bien, on se serait privé d'un important moyen local de savoir ce qui se passe sur son territoire, de faire de la gestion des risques en environnement. Pour moi, ça, c'était un gain important. On a perdu sur les autres points. On avait perdu sur les autres points parce que l'effet de la réglementation municipale, c'était de bloquer l'activité fédérale. Mais la Cour d'appel avait dit le règlement sur les permis, il s'applique. Et ça, il faut expliquer au client ou à la cliente en quoi c'est un gain en droit, même si ça peut ne pas vraiment faire son affaire. C'est notre travail d'expliquer, regarde, ça c'est important, là, c'est un gros point. Mais c'est vrai que des fois, il y a un arbitrage à faire parce que, comme tu le dis, Christine, comme avocat, on est conscient des limites de ce que le droit peut faire. Puis, c'est sûr qu'il faut moi, je pense qu'un avocat, une avocate doit toujours expliquer ces limites-là au client ou à la cliente. En bout de ligne, si la cliente dit, moi, j'ai des sous, je veux que tu plaides ça, même s'il n'y a pas beaucoup de chance, mais là, on l'essaye. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? Oui, en fait, j'aurais une question à poser. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, M. Bourque. Vous êtes... c'est M. Bourque de Chicoutimi, ça, non? Oui, bonjour. Bonjour, David. Uniquement, tu as mentionné l'article 46.1 sur de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Tu as écrit là-dessus. Il y a le fédéral qui a déposé un projet de loi récemment, le C-28, où il parle d'un droit à l'environnement sain. Bon, mais je reviens à l'article 46.1. La Cour d'appel, dans l'arrêt Saint-Luc de Vincennes, a déclaré qu'il y avait une portée quasi constitutionnelle, l'article 46.1, et que la Cour suprême a refusé d'ailleurs la permission d'en appeler, de sorte qu'on est devant un article quand même, évidemment, il y a toute la nuance de dire que toute personne a droit, évidemment, suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Mais ne crois-tu pas que on dit beaucoup que cet article, on s'en sert comme étant un article d'interprétation, mais il doit y avoir un droit substantif qui doit exister dans l'article 46.1. D'abord, ne crois-tu pas qu'il est sous-utilisé? On devrait, à mon avis, évidemment, comme tu dis, là, on est devant un article inclus dans une charte, qui est la Charte québécoise, mais évidemment, avec une portée quasi constitutionnelle, comme la Cour suprême l'a dit. Alors là, puis avec le droit à l'environnement sain que le fédéral vient de déposer par le C-28, en d'autres termes, ne sommes-nous pas devant une situation juridique où, comme tu le dis, à pas de tortue peut-être, mais qu'on aurait un droit substantif éventuellement, un droit à un environnement sain. Il faut le plaider, comme tu dis, là. Je voudrais t'entendre là-dessus. N'y a-t-il pas actuellement une évolution des choses et une sous-utilisation ou une mauvaise interprétation de l'article 46.1 de la Charte québécoise? Merci pour votre question, Monsieur Bourque. Ça me fait plaisir de vous revoir aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'en l'état actuel du droit, on peut s'autoriser de manière rigoureuse, sans perdre notre rigueur, à dire qu'il y a un certain droit substantif à 46.1. Je m'explique. Dans l'arrêt Gosselin de la Cour suprême, là, la juge McLaughlin dit, en réponse au motif d'un autre juge, que les droits économiques et sociaux ne sont pas que symboliques.
ils doivent vouloir signifier quelque chose. Leur présence dans une charte quasi-constitutionnelle est importante. Et effectivement, la juge McLaughlin écrit dans un paragraphe 96 qui est très important et qui est sous-utilisé. La juge McLaughlin dit, ben, il y a un remède pour les violations aux droits économiques et sociaux, c'est le jugement déclaratoire. Et le jugement déclaratoire, Pierre Fouché pourra nous en parler, hein, c'est un jugement déclaratoire qui a été rendu dans l'affaire Mahé, je pense en 1980, qui a un peu donné comme un peu l'impulsion pour les droits linguistiques au Canada. Bien, un jugement déclaratoire, c'est important, même si ça reste c'est considéré sur le plan techniquement juridique. Ah, 90, oui, j'ai manqué de 10 ans. Même si un jugement déclaratoire, c'est pas juridiquement contraignant, là, selon certaines doctrines ou théories constitutionnelles, ça reste qu'au Canada, on a en général un grand respect des jugements rendus par les tribunaux. Et donc, le jugement déclaratoire, la juge McLaughlin dit, bien, dans les cas opportuns, les violations aux droits socio-économiques peuvent servir de base là, à un jugement déclaratoire. C'est juste que là, des cas Gosselin, on n'en a pas souvent. Et qu'est-ce que c'est dans les cas opportuns? Ben, c'est un bout de l'édifice qui manque. Il va falloir essayer de convaincre les tribunaux ou en tout cas, contribuer à définir qu'est-ce que c'est qu'un cas opportun. Et à tout le moins, moi, je pense qu'un cas opportun, c'est un cas où il y a une atteinte grave, importante à la sécurité physique ou psychologique individuelle. Mais ça, c'est un morceau qui manque. Mais je pense que le jugement Gosselin permet de conclure que l'article 46.1, à tout le moins, impose des mesures à l'État pour essayer de favoriser un environnement sain. Mais l'édifice n'est pas complet du tout encore. Là. Merci David. Merci beaucoup. Alors, je vois que le professeur Pierre Fouché nous dit dans le fil de discussion, je pourrais en parler longtemps des jugements déclaratoires, mais on va laisser ça pour une autre fois. Donc, il faut peut-être saisir la balle au bon pour dire que peut-être qu'à la retraite, vous avez du temps pour venir nous parler, partager vos réflexions sur les jugements déclaratoires, professeur Fouché. Donc, bref, je saisis la balle au bon. Christine, si je peux me permettre là-dessus, M. Fouché est venu dans mon cours de droit constitutionnel à plusieurs reprises faire une présentation sur les droits linguistiques et c'est excellent. Moi, j'ai adoré. Donc, si Pierre est invité, je vais participer, je vais assister parce qu'il était un grand conteur. En plus d'être un excellent constitutionnaliste, là, mais c'est vraiment intéressant sa présentation sur l'historicité, puis qu'est-ce que l'historique finalement des droits linguistiques au Canada, puis les histoires humaines en arrière des droits linguistiques. Bon, ça donne vraiment envie. Donc, on va organiser ça. Monsieur Fouché nous répond avec plaisir. Donc, vraiment merveilleux. Voilà, on a un prochain projet. Alors, je vais mettre un terme à cette discussion. C'était très riche, très stimulant, très intéressant. Merci à toutes et tous pour vos pertinentes questions. Merci encore une fois, David, pour le temps précieux que tu nous as accordé à l'Université Laval. J'ai vu que mon collègue Patrick Taillon a écrit dans le fil de discussion à quel point tu étais apprécié chez toi à l'Université Laval, qu'on te suit et qu'on te lit en partage des compétences, en fédéralisme, en environnement et en droit économiques et sociaux. Alors, merci sincèrement. C'était vraiment très stimulant de t'entendre. Alors, je remercie bien sûr Valérie encore une fois. Merci pour ton excellent travail, Valérie. Merci à l'équipe des événements. Et on se dit donc à une prochaine fois, j'espère. Oui, merci beaucoup. Puis merci de m'avoir invité. Je vous retourne le compliment. Moi, j'aime beaucoup l'Université Laval et les collègues, les amis, les professeurs qui sont là. Donc, ça a été pour moi vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très content d'avoir pu participer à cet événement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.